inspiration ailleurs que dans mon salon où elle pleure encore la scène. Relève, relève-toi, c'est pas fini. Relève, relève-toi, il faut chanter. Bonjour à tous, ici Adam Sauvé, je vous souhaite la bienvenue sur Radio Sipo dans notre émission de balado-diffusion Les Voix du théâtre. Les Voix du théâtre, c'est quoi ? C'est une marmite d'art, de culture et de société, le tout mijoté avec soin en compagnie d'invités divers. Et ce, autour d'une table et d'un micro. Pour cet opus intitulé Quand la culture s'annule, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Charlotte Poitras. Allô, allô, allô! Comment vas-tu, Charlotte ? Ça va super bien, toi? Bah oui, ça va super bien. Je te remercie en tout cas d'être là encore une fois. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, pour ceux qui ne te connaissent pas déjà, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, alors, je suis comédienne depuis quelques années. Je commence également à travailler comme mentor, assistante directrice de casting, assistante réalisateur et intervenante. Sinon, j'ai étudié en communication, en santé sexuelle et en études pluridisciplinaires. Et je dirais que je suis une personne controversée dans la vie. J'aime ça avoir des idées différentes des autres. J'aime ça débattre, j'aime ça faire réfléchir les gens, d'où pourquoi je m'intéresse au cancel culture. C'est génial tout ça. J'ai bien hâte de pouvoir en discuter un peu plus avec toi. Mais merci Charlotte. Nous décortiquerons ce phénomène viral qui est actuellement la cancel culture dans cette émission et essayer de comprendre ce qu'on annule exactement, hein. Quelles sont les idoles que l'on sacrifie et si nous ne sommes pas en train de succomber à une radicalité américaine? Censure, scandale, voici les gros mots qui viennent aux lèvres lorsque l'on entend parler des cas très médiatisés de culture de l'annulation. D'ailleurs, est-ce que cancel culture se traduit bien par culture de l'annulation en français? Quel est ton avis, Charlotte? Je pense qu'en effet, ça serait une bonne traduction, mais je pense que l'important, c'est avant tout de se comprendre. Et puisque la plupart des gens utilisent le mot cancel culture, je vais utiliser le mot cancel culture. Oui, tout à fait, je comprends très bien. Certaines fois, le sens des mots est super important lorsqu'on veut s'adresser aux gens, même si parfois on peut l'utiliser à on va dire, à notre propre sauce. L'annulation, c'est au départ remettre en question un récit commun, celui qui est enseigné dans les écoles, repris dans le discours politique, qu'on retrouve dans le champ culturel ou religieux, en privé, en public. Dans notre zone géographique également, l'Amérique du Nord, c'est le refus d'adhérer aux symboles des colonisateurs, le refus d'assumer des personnages dont les actes n'ont pas toujours été exemplaires aux yeux de tous. Penses-tu, Charlotte, que nous sommes à un moment où plus personne ne peut ni ne veut croire à un idéal commun? Je pense que c'est simplement impossible d'avoir un idéal commun simplement parce qu'on a tous un idéal personnel différent, on a tous des valeurs, des objectifs, une culture différente. Et qui suis-je pour dire que mes valeurs sont supérieures à celles des autres? On peut même pas s'entendre sur la définition d'un mot, comment s'entendre sur un idéal. Par exemple, juste le mot femme. Pour certaines personnes, femme, c'est le sexe biologique, pour d'autres, c'est le genre. Il y a plein de conflits reliés à cette définition-là. Alors, on peut pas s'entendre là-dessus. Comment s'entendre sur un idéal? Je pense que l'important avant tout, c'est de se remettre en question, de dire j'ai peut-être un idéal, mais il y a besoin d'être confronté parce que peut-être que j'ai tort et j'ai besoin qu'on me le dise pour que j'apprenne des choses. Et même si j'ai raison, j'ai besoin que quelqu'un me confronte pour que j'améliore mes arguments et pouvoir peut-être convaincre cette personne-là. C'est pour ça que je pense que c'est important de rester ami avec des gens qui pensent différemment parce que je vous avoue, j'en ai des amis transphobes, homophobes, racistes, peu importe. Puis je me dis, si je suis plus amie avec eux, ils vont juste rester amis avec des gens qui pensent comme eux puis ils vont devenir encore plus racistes, sexistes, homophobes, etc. Tandis que s'ils restent amis avec moi, je peux avoir une bonne influence sur eux. Parce que rester entouré uniquement de la même idée, c'est une chambre d'écho. Une chambre d'écho, c'est quand sur les réseaux sociaux, tu t'abonnes juste au journal en lequel tu crois, t'aimes juste les publications qui supportent tes idées, tu retires de tes amis tous ceux qui pensent autrement, tu t'entoures d'une seule idée, d'un seul idéal que tu penses être la vérité absolue, alors qu'il y a plein d'autres idéaux qui existent, c'est juste que tu t'es fermé à ça. Je comprends tout à fait. C'est super intéressant comme concept d'ailleurs. Mais il n'y a pas des fois où ça fait l'effet inverse, ou bien traîner justement avec ces personnes-là, ou bien avoir des personnes qui l'influence peut aller d'un bord, mais aussi de l'autre, non? Est-ce que c'est arrivé des fois que des idées dans lesquelles que tu étais totalement contre t'ont finalement séduite pour une raison ou une autre?
Bien, bien sûr, je n'irais pas jusqu'à dire que je suis devenue raciste, homophobe, sexiste, etc. avec mes amis, mais dans leur discours, il y avait parfois quelque chose d'important. Il y avait peut-être un argument, un tout petit argument là-dedans qui était important. Donc, je pense qu'il y a quand même des compromis à faire. Puis même s'ils ne m'ont pas enseigné quelque chose, même si je n'ai pas reconnu que leurs idées étaient bonnes, ça m'a permis de développer des meilleurs arguments pour discuter avec eux. Donc, je pense qu'il y a toujours quelque chose à avoir de ces discussions-là, que ce soit parce qu'il y a un petit argument qui était valide ou parce que moi, j'ai pu développer mes propres arguments. Très bien. Dernière chose, d'ailleurs, tu as souligné, hein, c'est ça, on a tous un idéal différent. Est-ce que nos idéaux, même s'ils sont différents, euh, est-ce qu'ils peuvent pas être vrais pour à la fois pour l'un et à la fois pour l'autre? Je reprends l'exemple que tu as donné, par exemple, des définitions de la femme. Finalement, oui, s'il y a toutes ces définitions-là qui peuvent exister, ou en tout cas qu'on peut utiliser le mot femme pour, mais est-ce que finalement, tout le monde a tort, tout le monde a raison? Je pense que c'est surtout basé sur des opinions, puis des opinions, c'est subjectif. Si on parle de science, de quelque chose qui sont basés sur des faits, que tous les scientifiques s'entendent sur quelque chose, ça, c'est difficile de s'obstiner. Mais quand c'est une opinion, je pense que toutes les idées respectueuses se valent. Et qui suis-je pour dire que mon opinion est supérieure à celle d'un autre, alors qu'une opinion, c'est subjectif à la base. Et voilà, donc ça c'est très important à retenir justement dans les débats. Et il faut savoir est-ce que c'est un débat d'opinion ou finalement un débat sur de fond en fait. Donc merci à toi en tout cas, Ça fait plaisir. c'était assez intéressant. Les récits nationaux qu'on voudrait fondateurs et éternels posent un idéal et des valeurs communes. C'est peut-être cette volonté qu'ils soient éternels, hein, c'est-à-dire indiscutable, qui est au cœur des protestations auxquelles nous avons assisté ces dernières années. Donc censurer, faire le tri entre ce qui est acceptable ou non, ajuster, voire renverser la valeur dominante, pour en promouvoir d'autres en fait. Donc c'est justement l'histoire humaine en action. Que ce soit dans le cadre d'une négociation pacifique ou dans la violence, un nouveau consensus s'impose, mais il est toujours précaire. Qu'est-ce qui s'annule exactement? Je pense que ce qui s'annule en ce moment, c'est toute forme de haine et de discrimination, donc le racisme, le sexisme, l'homophobie, la transphobie, le capacitisme. Et en passant, on a toujours annulé des choses selon les valeurs de l'époque. Par exemple, en Nouvelle-France, la pire chose que tu pouvais faire, c'était parler contre Dieu. Si tu disais nom de Dieu, ventre de Dieu, que Dieu me tue si je ne dis vrai, c'était des sacres à l'époque et ça pouvait faire en sorte que tu avais des amendes salées ou même qu'on te coupe la langue. Et on peut trouver ça absurde qu'il y ait des conséquences aussi graves pour avoir simplement dit un mot. Mais de nos jours, il y a des mots qui sont autant interdits, comme le N-word, comme dire retardé, dire le mot fif. Ça peut faire en sorte que tu perds ta job. Alors, on a toujours annulé certaines choses selon les valeurs de l'époque. Je pense que la pire chose à faire, c'est être ignorant puis se fermer aux idées des autres, assumer qu'on a toujours raison puis refuser d'entendre la vérité des autres. Il y a toujours des compromis à faire quelque part. Tout à fait, donc c'est un peu comme faire l'avocat du diable, entre guillemets, hein, dans des situations, être capable de pouvoir porter un certain recul pour pouvoir avancer plus loin, en fait, dans ces idées-là. Pour continuer, il y a les protagonistes, ceux qui pratiquent l'annulation et ceux qui les accusent de censure, qui défendent chacun leurs interprétations du mythe et du réel. Pour faire simple, le réel, c'est le patrimoine, les valeurs culturelles qui font fonctionner notre quotidien et qui ont prouvé leur efficacité. Pourtant, ces valeurs culturelles dominantes proviennent de mythes, un ensemble de récits exaltant les qualités réelles ou amplifiées de celles et ceux qui nous ont précédés. C'est un débat sans queue ni tête, non? En effet, la culture évolue beaucoup, puis je trouve que c'est important de ne pas effacer nos erreurs parce que c'est à partir de nos erreurs qu'on apprend. Donc, si on efface l'erreur, on efface l'apprentissage qui vient avec aussi. Et je pense sincèrement qu'on peut tout dire, mais les autres peuvent tout dire aussi. Si quelqu'un dit, par exemple, que les autistes doivent tous mourir, ça se peut très probablement que 10 000 personnes lui disent que c'est un maudit cave. Donc, je pense que tu peux tout dire, mais attends-toi à ce que les gens répliquent. Je pense que la meilleure façon de discuter, c'est comme Socrate le faisait à l'époque en Grèce antique. Socrate, c'est un philosophe qui assumait pas tout connaître. Au contraire, à place de faire un exposé magistral de 3 heures, il se mettait en position d'ignorance et il posait des questions à ses élèves pour que les élèves élaborent leurs idées à partir des questions qu'il a posées. Je pense que c'est une super bonne façon de discuter qui se fait depuis très longtemps et qui t'a aidé tout au long de l'histoire. Oui, c'est même encore actuellement une méthode d'interview qui existe encore d'ailleurs aujourd'hui. Ils ont beaucoup dans des micro-trottoirs. Bon, certains l'utilisent pour faire plutôt de l'humour ou se moquer de certaines personnes. Mais oui, il arrive souvent encore on puisse voir cette technique-là, c'est-à-dire vraiment de poser les questions comme si on n'en avait aucune espèce d'idée.
Et donc là, la personne, soit elle va s'enfoncer dans ses propos, ou soit des fois, elle va réaliser par elle-même que ce qu'elle dit n'a aucun sens, en En fait. effet, parce que si tu te dis que tu n'as pas raison, c'est sûr que la personne va être sur la défensive et essayer Exactement. d'imposer son idée. Si on te dit, OK, où est-ce que tu as entendu parler de ça? OK, c'est quoi tes sources? Hop, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis par rapport à ça, est-ce que ça a du sens? Si tu es vraiment ouvert à des questions, la personne n'aura pas le choix de s'expliquer et peut-être confronter ses propres idées. Tout à fait. Écoute, c'est passionnant, on va continuer là-dessus, hein. Les symboles auxquels nous sommes tenus d'adhérer sont des instruments de cohésion, de fierté collective. La réalité, c'est que nous ne sommes pas tous fiers des mêmes choses, ou bien nous l'avons été, puis nous devenons indifférents. La remise en cause apparaît lorsque des célébrations publiques ou lorsqu'un fait historique est ramené à la surface par un groupe de personnes. Est-ce qu'on n'assiste pas dans le fond à une concurrence des héritages culturels? C'est pas juste la culture, c'est les générations, c'est les communautés. Et même dans les communautés, les gens s'entendent pas. C'est pour ça que j'aime pas les. Admettons, moi, je suis non-binaire, pansexuelle, autiste, douée. J'aime pas ça, les gens qui disent moi, je suis autiste puis je pense ça, tous les autistes pensent ça. Non, il y a plein de débats dans toutes les communautés. Par exemple, la communauté polyamoureuse, on peut même pas s'entendre à savoir si le polyamour est une orientation sexuelle ou c'est un type de relation. Donc, je trouve que c'est important de parler au nom de sa propre personne, qui est bien sûr influencée par la culture, les générations, les communautés, mais ça reste quelque chose de très personnel. Un exemple de conflit générationnel, c'est par exemple vous voyez ou tutoyer. Les personnes plus âgées vont vous voyer parce que ça respecte la valeur d'autorité, comme quoi certaines personnes sont supérieures et on veut respecter ça. Tandis que pour les plus jeunes, leur valeur, c'est l'égalité, comme quoi on est tous les mêmes, on est tous amis. Donc, le vouvoiement et le tutoiement, c'est basé sur les valeurs de l'époque et on ne peut pas dire qu'une valeur est supérieure à l'autre, ça dépend simplement du contexte dans lequel on a vécu. Mais moi, ma devise, c'est l'utilitarisme, soit le plus grand bien pour le plus grand nombre, que je traduis par fais ce que tu veux tant que ça fait de mal à personne. Tout à fait. Et écoute, d'ailleurs, j'aimerais revenir sur ce que tu as, le passage sur lequel tu parlais du polyamour. J'avais d'ailleurs regardé il n'y a pas très longtemps un reportage là-dessus. Et en fait, ce que ça me fait penser, c'est finalement pourquoi beaucoup de gens ont du mal à s'entendre là-dessus. C'est une question d'angle de vue, en fait. Mhm. Et même que c'était sur Internet, donc sur les réseaux sociaux, où j'ai pu voir ce documentaire. Et on voyait donc dans les commentaires, par exemple, des gens qui n'avaient jamais pratiqué ça ou quoi que ce soit, et qui le voyaient juste d'un mauvais œil. Et donc, tout leur discours, toute leur rhétorique était basée sur du négatif, alors que d'autres mondes peuvent exprimer beaucoup de positif là-dedans, en fait. Encore là, c'est la valeur de la culture, parce que notre culture, on est là pour être monogame. La jalousie est même valorisée comme quelque chose de bien. Donc, c'est sûr que quand tu as grandi dans cet environnement-là, quand tout le monde te dit « il faut que tu sois fidèle, il faut que tu respectes ton partenaire », tu penses que le polyamour est nécessairement négatif, mais le polyamour fait de mal à personne tant que c'est fait dans le respect. C'est pour ça que j'aime me dire, tu as le goût d'avoir 5 copains-copines, zéro problème tant que tu les respectes. C'est ça. Donc voilà, ben ça, c'était un grand flagrant délit du clash culturel et générationnel, donc des idées qui n'existaient pas avant nécessairement, ou en tout cas de manière plus fermée. Donc voilà. Sinon, ben, pour continuer, voici un exemple de distanciation et de mise en contexte. Nous tenons à préciser que le présent film constitue un document d'archives et qu'on utilise le terme esquimau désuet et offensant. L'origine du mot prête à controverse, mais celui-ci n'est plus en usage au Canada. Le Conseil circumpolaire inuit l'a officiellement rejeté en 1980 et l'ONF ne l'utilise plus depuis des décennies. Il y a donc lieu de considérer ce film présenté ici en version originale comme une capsule témoin d'une époque révolue. L'ONF s'excuse évidemment auprès des spectatrices et spectateurs qui utilisent en tout cas ce mot de manière offusquante. Mais moi aussi, je pense à d'autres mots qui sont désuets et offensants. Par exemple, le mot Asperger. À l'époque, il y a des gens qui ont vraiment eu le diagnostic d'Asperger, qui s'identifient comme tel, qui rejoignent des communautés ASPI, tandis que pour d'autres autistes, ils associent le mot Asperger à Hans Asperger, qui était associé aux nazis, qui disait que les Asperger étaient un type d'autisme supérieur qui méritait plus de vivre. Bref, selon les époques, le mot Asperger a une connotation totalement différente.
Je peux aussi penser au livre d'Agatha Christie qui s'appelle maintenant 10 petits soldats, parce que je peux pas dire le titre original, mais... À moins de créer une grande tollée. C'est ça, je veux pas qu'on soit barré à cause du podcast qui a dit le N-word. Surtout de ma part, ça se ferait pas. Mais quand j'ai lu ça au primaire avec le N-word, c'était pas offensant. Le N-word faisait partie d'un poème qui était relié à comment les personnes mouraient, mais c'était pas un livre raciste en tant que tel. Sauf que là, la connotation du mot a changé. Tu peux surtout pas dire le mot. Tu peux même pas citer le mot. Il faut que tu dises N-word à la place de dire le vrai mot. Donc ça, c'est encore un mot qui a changé à travers les époques. Le livre était d'abord toléré, tandis que là, on a dû changer le titre. Tout à fait. Ça, il y en a des exemples comme cela, il en existe plein, même que ce soit au niveau des personnages, que ce soit des Looney Tunes, il y en a beaucoup comme ça qui ont pu disparaître. Donc là, maintenant, c'est ça la question, c'est au niveau du personnage, de l'auteur, de la personne, comment est-ce qu'on sépare l'œuvre de l'auteur? Ça, c'est l'éternelle question. Donc là, on entre un peu plus loin dans le débat. Dans cancel culture, il y a culture, les rois ont de tout temps, on cherchait à laisser des traces, que ce soit sur papier ou bien en images, en tableau, quoi que ce soit, pour ériger leur dynastie. Donc vraiment, là, c'est vraiment de la construction de toutes pièces des fois. Donc voir manipuler la description des événements. Donc il y a certains souverains dirigeants qui ont été décrits comme puissants, sages, vertueux, qui ont aussi été violents, sanguinaires, qui posent un cas de conscience en tout cas, au point qu'il a fallu théoriser la séparation de l'auteur par rapport à ses actes. Même chose dans le camp artistique, des artistes misanthropes, antisémites, racistes, homophobes, etc. Il y en a des tonnes, sont décrits comme des génies qui ont contribué à l'avancement des arts. Le dilemme est donc, faut-il les censurer pour ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Quelle est ta position à toi, Charlotte? Moi, je suis du genre à protéger les œuvres, même si la personne qui l'a créée est problématique, surtout parce que l'œuvre elle-même est souvent pas problématique. Il y a plusieurs d'autres personnes qui sont impliquées dans l'œuvre qui ne méritent pas d'être punies et l'œuvre peut faire du bien autrement. Le meilleur exemple, c'est J.K. Rowling qui est accusée de transphobie. Son œuvre Harry Potter n'est pas transphobe. Les personnes impliquées ne sont pas transphobes. Il y a même plusieurs personnes qui ont parlé contre la transphobie et l'œuvre peut faire du bien autrement. Il y a beaucoup de communautés LGBTQ+, qui s'est rassemblée autour d'Harry Potter avant ce scandale-là. Donc, je pense pas que l'œuvre Harry Potter est problématique simplement parce que J.K. Rowling elle-même est problématique, puis on mérite pas d'annuler tout ce concept-là, on mérite pas d'annuler toute l'œuvre et de punir toutes les personnes qui ont participé au projet sans avoir fait des mauvaises choses comme la transphobie. Dans un cas comme celui-là, j'ai une question pour toi. Est-ce que le fait que ces personnes-là, en tout cas, ou cette grande communauté qui ont apprécié Harry Potter de tous âges, et face à cette situation, qu'est-ce qui les pousse à avoir du ressenti ou à avoir un problème finalement envers l'œuvre avec laquelle ils ont grandi sous prétexte que leur auteur les fait? Est-ce que c'est une association qu'ils font dans leur esprit ou bien c'est tout simplement un côté personnel où ils se sentent attaqués quasiment par cet auteur-là? Je pense que c'est surtout qu'ils veulent pas supporter J.K. Rowling. Ils veulent pas qu'elle continue de faire de l'argent avec ça. Ils veulent pas qu'elle continue d'avoir cette autorité-là parce que plus elle est connue, plus elle a une certaine autorité quand elle dit des propos transphobes. Donc, je pense que le malaise est surtout par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui suggèrent de pirater ses livres, d'écouter les films en streaming sans payer, de tricher au cinéma pour aller voir un film sans payer. Donc, ils font en sorte de ne pas le supporter, mais comme je dis plus tôt, il y a des personnes qui sont punies pour ça. Il y a d'autres personnes qui ont participé à Harry Potter ou Fantastic Beasts maintenant, donc je trouve ça dommage de punir toutes ces centaines de personnes-là et tous les millions de dollars qui ont été investis parce qu'une personne est problématique. Donc là, on y voit peut-être même un aspect moral, finalement, faire du mal pour faire du mal et donc de punir. On parlait de sanctions économiques, oui, évidemment, quand on parle de cancel, c'est aussi beaucoup pour pouvoir toucher au porte-monnaie de la personne parce que c'est là où on dit souvent que c'est là où ça fait plus mal. Mais là, ça pose des cas de conscience ou de morale, en tout cas, à se dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire aussi du mal pour pouvoir punir quelqu'un d'autre? En effet, je pense qu'ils sont vraiment dans la punition. Je comprends tout à fait qu'on s'oppose à tous les propos transphobes de J.K. Rowling, mais aller jusqu'à effacer ce qu'elle fait de bien. Au contraire, moi, je disais, concentre-toi sur Harry Potter, fais-toi pardonner en mettant un personnage trans super bien représenté. Moi, je suis plus du genre à me concentrer sur les bonnes choses que les personnes font pour que les personnes s'améliorent, plutôt qu'effacer ce qu'elle a fait de bien. On doit effacer ce qu'elle pas effacer, mais on doit annuler ce qu'elle fait de transphobe. On doit s'opposer à ça ouvertement, mais aller jusqu'à effacer toute son œuvre, je pense pas que ça va aider la cause.
Mais est-ce que c'est réellement suffisant? Moi, je me dis, est-ce que ça va réellement effacer le mal qu'elle aurait pu faire autour de soi? Ça va lui donner une moins grande plateforme. C'est sûr que si J.K. Rowling n'était pas connue, elle aurait dit des tweets transphobes, puis il y a genre 3 personnes qui l'auraient liké, puis ça aurait fini là, là. Tandis que là, vu qu'elle est vraiment très connue et millionnaire, c'est pas milliardaire, elle a beaucoup d'autorité. Je pense que c'est ça qui lui donne beaucoup de pouvoir. C'est ça dont les gens veulent se débarrasser. Mais si ça avait été une personne ordinaire, on n'en aurait pas entendu parler, là. Eh ben, dis donc, je suis en train d'imaginer une application avec à gauche et à droite de l'écran des symboles, des personnages historiques, des œuvres, et nous sommes là à faire le choix. Donc, ça fait finalement penser à une application téléphone mobile que tout le monde connaît, hein, où on peut faire un match. Et donc ça, ce serait intéressant d'avoir avec ce que nous sommes, ce que nous avons envie, et donc on swipe à gauche ou à droite. Comment on pourrait appeler cette application? Sacrifice des idoles ou bien sacrifions nos idoles ou... Ouais, drôle, en tout J'ai cas. hâte de la télécharger. Et voilà, merci à toi. Je vais mettre les pieds dans le plat. Nous sommes dans un climat de guérilla culturelle, un affrontement en plusieurs séquences entre ceux qui défendent un consensus établi et ceux qui ne veulent pas de ce consensus-là parce qu'ils se sentent niés dans leur héritage ou conditions. Quelle est la dernière action d'annulation ou de bannissement qui te vient à l'esprit, Charlotte? Je pense qu'on pense tous à la même chose en ce moment. Will Smith aux Oscars, qui a giflé Chris Rock, qui a démissionné de l'Académie, il a été banni des Oscars pendant 10 ans. Donc ça, c'est la chose dont tout le monde parle en ce moment. Sinon, je pense à des gens que je connais pas personnellement, mais que je suivais. Shane Dawson, le YouTuber américain, il est accusé de blackface, d'avoir fait des jokes de pédophilie. Il a même été accusé de zoophilie. Ça va vraiment pas bien pour lui. Mais ça faisait des années qu'il avait changé. Ça faisait des années qu'il était vraiment correct. Puis je trouve ça vraiment dommage qu'il ait été annulé après s'être excusé pour toutes les choses qu'il avait fait des années avant. Heureusement, il est revenu. C'est controversé comme retour, mais il est quand même revenu. Ou je pense à des niaiseries comme Baby, It's Cold Outside. Ah oui. La chanson de Noël que tout le monde dit que c'est sexiste, c'est du Mhm. harcèlement sexuel parce que le gars lui demande de rester. Donc, il y a des cas plus sérieux, tandis qu'il y a des choses assez futiles comme Baby, It's Cold Outside qui a été banni de certaines radios. Mhm. Je comprends tout à fait. Avant de revenir sur Will Smith, je veux juste rebondir sur Baby It's Cold Outside. Il y a beaucoup de gens qui disent, bon, c'est une question d'époque aussi, est-ce que ça l'excuse ou pas? Moi, je suis quand même curieux de savoir vraiment qu'est-ce qui gêne réellement chez les gens. Est-ce que c'est eux qui la transposent dans leur difficulté ou dans une hypothétique situation de viol, ou bien c'est que vraiment il y a des réels il y a réellement de quoi dans cette chanson qui porte à croire que c'est malsain. Mais je pense que c'est que de nos jours, si la fille dit qu'elle veut s'en aller, tu dis OK, bye, va-t'en, puis il faut qu'elle s'en aille. Mais si tu regardes la chanson de l'époque, comment elle était interprétée, la fille, ça paraît qu'elle veut rester, ça paraît qu'elle fait juste le teaser, puis comme oh, désolée, je dois y aller, mais j'ai le goût de rester. Ça paraît dans l'interprétation. Puis encore là, je pense pas que la solution, c'est de l'annuler. Il y a des super bonnes solutions qui ont été apportées, soit d'inverser le rôle de l'homme et la femme quand on chante la chanson. Ça fait en sorte que la chanson a un nouveau sens qui est super intéressant. Ou il y a des personnes qui ont réécrit les paroles pour que ce soit moins offensant. Par exemple, elle dit qu'elle veut partir, puis il est comme « OK, je te paye un taxi ». Fait qu'il y a d'autres façons, à place d'annuler la chanson, pour continuer de l'entendre de façon plus éthique, disons. Oui, je vois tout à fait. Pour revenir à Will Smith, donc ça, vraiment, c'est tout le monde en a entendu parler, en tout cas, j'imagine, à moins que vous vivez dans une grotte. Eh bien, dans cette situation-là, est-ce que tu penses que les sanctions sont trop fortes? Mais j'ai aimé qu'il ait démissionné, j'ai aimé qu'il ait reconnu ses erreurs. Je pense sincèrement que c'était la meilleure chose à faire de sa part. Par contre, l'Académie qui le bannit pendant 10 ans, je pense pas que c'est nécessairement la solution d'avoir un chiffre clair, parce que ça se peut que dans 3 ans, il ait suivi plein de thérapies pour se devenir vraiment une meilleure personne. J'aime juste pas qu'on se limite à un chiffre précis alors qu'on ne sait pas ça va être quoi l'évolution de la personne à travers les années. J'aurais préféré une suspension temporaire jusqu'à ce qu'il se fasse pardonner. Tout à fait. Sinon, beaucoup, en tout cas, surtout au tout début, hein, on parlait de ça, le processus lors d'une situation de cancel culture, eh bien, il y a souvent la colère qui vient chercher les gens, donc ils vont chercher des solutions rapides et ne pas prendre de recul. Donc, très rapidement, une des solutions avait été dit, il aurait fallu lui retirer directement son Oscar. Une bonne idée ou pas?
Je pense pas qu'il mérite de se faire retirer son Oscar parce que c'est pas sa performance qui est problématique. Il y a plein de personnes impliquées dans le film. Ça apporte une super belle notoriété au film. Avoir un Oscar, là, on enlève ça à toute l'équipe. Puis il y aurait pu avoir une belle communauté qui se forme autour de ça. Donc, je pense pas que lui retirer l'Oscar, c'est une bonne chose parce que ça le pénalise pour quelque chose qui n'a pas rapport avec son acte. Le sortir de la salle, ça aurait pu être pertinent parce que tu veux éviter qu'il redevienne violent. Mais je pense qu'une vraie façon d'aider quelqu'un, c'est de l'envoyer en thérapie, de lui donner les ressources nécessaires pour s'aider. Bien sûr, on l'empêche de recommettre le crime, mais il faut surtout l'aider pour qu'il devienne une meilleure personne. Oui, je comprends tout à fait. C'est qu'on en a eu aussi des situations ici au Québec de cancel culture qui ont amené à certaines célébrités à devoir Marie-Pierre Morin. Oui, oui, le grand classique d'ailleurs. Oui, c'est ça, j'allais dire d'ailleurs. Donc, le cas de Marie-Pierre Morin, par exemple, qui a été très médiatisé également. Dans cette situation-là aussi, beaucoup parlaient de présomption d'innocence ou quoi que ce soit. Dans le cas précis de Will Smith, et bien évidemment, c'était affligeant, c'était accablant. C'était pas subtil. Voilà, c'est ça. Donc, il y avait plus l'ombre d'un doute. Donc, les sentences ont été beaucoup plus faciles à donner, j'ai envie de dire. Mais voilà. Au Québec, eh bien, cette situation, comme je disais, est arrivée aussi beaucoup de fois. La différence avec, par exemple, les actions qui ont été prises, comme tu l'avais dit, c'était de prendre du temps. Beaucoup d'entre eux ont fait des thérapies. Ils ont quand même, pour la plupart, eu quand même du mal à convaincre le public. Comment on fait pour arriver à ça si on ne dit pas, admettons, 5 ans de bannissement, mais dans ce cas-ci, qu'on suive cette personne-là? Est-ce que finalement, les thérapies seront assez ou ce sera jamais assez pour les gens? Je pense que les thérapies sont sincèrement une bonne solution parce que je pense que quelqu'un peut avoir commis une erreur, aller en thérapie, devenir une meilleure personne et peut-être réparer son erreur 10 fois. Je sais pas, je vais prendre l'exemple de Toute la vie, qui est une histoire fictive, une télésérie à Radio-Canada. Mais mettons, il y a un personnage de policier qui est accusé d'avoir violé sa sœur, qui n'a jamais été reconnu coupable parce qu'il n'y avait pas de preuves, mais des années plus tard, il est devenu inspecteur. Des années plus tard, il est devenu inspecteur, puis il règle des cas d'agression sexuelle, fait qu'il a sauvé des victimes de violences sexuelles par la suite. C'est une histoire fictive de toute la vie, mais je pense que ça peut arriver dans la réalité que quelqu'un répare son erreur 100 fois quand tu lui donnes la chance de devenir une meilleure personne. Oui, très bien, je suis tout à fait d'accord. Et après ça, donc, ça reste au public de savoir si finalement, ils sont prêts à tourner la page ou pas. Puis on le voit, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à tourner la page. Quand des vedettes comme Marie-Pierre Morin, Éric Salvaille ont été annulées, il y a beaucoup de personnes qui ont continué de les supporter. Donc, il y a beaucoup de personnes du public qui veulent revoir ces personnes-là, qui veulent leur redonner leur chance. Et selon moi, tant que les personnes arrêtent leur comportement problématique, ils ont le droit de revenir dans le milieu. Tout à fait. Je vais rebondir sur une chose aussi, donc dans le même cadre que Baby It's Cold Outside, il y a beaucoup de films Disney qui ont été pointés du doigt pour plein de choses et qui aujourd'hui ne pourraient plus passer à la télé, entre guillemets, donc ont été cancellés. Et donc là, il y a une nouvelle adaptation qui va être faite de Blanche-Neige et 7 nains. Et c'est un peu le même principe. Il y a beaucoup de gens qui trouvaient ça dégradant ou problématique, l'histoire des 7 nains. Que c'est un problème parce que là, ça représenterait d'une certaine manière les personnes de petite taille. Est-ce que toi, quand tu étais jeune, tu as fait une association entre les 7 nains et les gens atteints de nanisme dans la vie? Mais j'avoue, je me suis pas vraiment posé de questions. J'ai compris que c'était des petites personnes, mais je pense pas que c'est des rôles offensants. Je pense que c'est des personnages super drôles et charmants. Par contre, s'il y avait une adaptation en live action avec des vraies personnes, je verrais pas des personnes de petite taille légère. J'aurais peut-être des personnes de taille régulière que tu as modifiées à l'écran pour qu'ils aient l'air plus petits, pour pas que ce soit offensant. Mais en même temps, je pense que c'est les personnes de petite taille qui devraient s'exprimer là-dessus parce que je connais pas assez leur situation. Écoute, merci à toi. On va pouvoir continuer. Donc, sans prétendre faire le tour, j'ajoute les polémiques des 4 dernières années. On vient d'en nommer quelques-unes, en touchant des figures iconiques. Donc, il y a la controverse et déboulonnage de statues, du général Lee. Il y a le général sudiste et plusieurs anciens présidents américains. James McGill à Montréal aussi, en raison de leur implication dans l'esclavage des Noirs. Et tenez-vous bien, il y a aussi Gandhi qui a eu ce souci-là au Ghana. Le livre d'Hergé, par exemple, aussi, qui est auteur de Tintin, tout le monde connaît Tintin, lui-même a été victime, ou en tout cas victime, que ce soit à raison ou pas, ça dépend des personnes, mais qui a été victime de la cancel culture, en tout cas, qui est Tintin au Congo, par exemple, tout ça, c'est pour les cités que le plus connu. Sinon, il y a aussi
d'autres personnes comme Dave Chappelle, hein, qui hier était un humoriste de génie. Tout le monde ne jurait que par lui et il est devenu la honte de l'humanité à cause d'une partie de son spectacle sur les personnes trans. Donc, on a déjà évoqué J.K. Rowling, hein, Rowling, qui elle aussi a vécu la même chose. Au Québec, Robert Lepage, avec ses polémiques sur les spectacles de Slav et Kanata. Donc là, franchement, on peut y aller. Ça ne terminera plus. Est-ce que là, on est rendu à un cessez-le-feu ou bien faut-il continuer ce massacre? Au théâtre, il y a Carmen Aguirre, une comédienne et auteure prolifique de Vancouver et qui est très engagée hein, dans le processus de décolonisation et contre l'annulation. Elle a prononcé ces phrases qui sont devenues virales. Donc, je vais vous les lire en anglais pour commencer et ensuite la traduction en français. I do not consent to being part of an art community that engages in witch hunts of people who don't think like me. How do we come together? History is ours and it is made by us. Donc, je vais le répéter en français, je ne consens pas à faire partie d'une communauté artistique engagée dans une chasse aux sorcières envers les personnes qui ne pensent pas comme moi. Comment nous rassembler? L'histoire est nôtre, faite par nous. C'est très limpide comme propos. Je vous avouerai, j'ai déjà essayé d'être woke, d'être sensibilisée et de supporter toutes les idées que les woke supportaient, puis je me suis rendu compte que peu importe ce que je dis, quelqu'un va être offensé. Même si je dis une idée que je pense être super sensibilisée, il y a quelqu'un qui va être offensé quelque part. Donc, c'est impossible de plaire à tout le monde. Tout le monde va être offensé d'une façon ou d'une autre. Tout risque d'être annulé. Il faut dire que dans les chasses aux sorcières, il y avait beaucoup d'innocentes. En fait, il n'y avait que des innocentes parce que, spoiler alert, les sorcières, ça n'existe pas. Donc, il n'y a eu que des personnes innocentes qui ont été tuées dans les vraies chasses aux sorcières. Et surtout, le but de notre système de justice, c'est pas de punir, c'est de réhabiliter. C'est de faire en sorte que la personne devienne un meilleur citoyen et répare ses erreurs. La chose la plus importante que j'ai appris dans mon cours de délinquance sexuelle adulte à l'Université Laval, c'est que la stigmatisation, c'est relié au mépris, c'est relié au jugement, les émotions négatives, c'est le rejet, la colère. Et ça augmente les facteurs de risque. Autrement dit, plus tu as une vie de marde, plus tu as de risque de recommettre une agression encore une fois. Donc, ça peut sembler un peu controversé, contre-intuitif comme idée, mais si l'agresseur sexuel a une bonne job, a une bonne vie, un bon entourage, il y a beaucoup moins de chances de commettre une agression. C'est pour ça qu'annuler les gens, c'est une très mauvaise chose parce que ça risque juste de faire en sorte qu'ils vont être fâchés puis qu'ils vont refaire ces mauvais gestes-là, tandis que si tu leur donnes une meilleure vie, ils ont la chance de se reprendre et de devenir des meilleures personnes. Et voilà, ça vient peut-être d'un sentiment primaire hein, qui nous habite tous quand on a des émotions négatives. Hein, tu l'as dit, la colère, ces choses-là qui nous emmènent directement à vouloir punir. Et ça encore là, est-ce que ce ne serait pas aussi générationnel? Est-ce que ce ne serait pas aussi dans le temps où c'était vu de cette manière-là? Par exemple, on peut parler de comment élever ses enfants, je dirais, ou par exemple à l'école aussi, c'était plus violent, plus physique. Et donc on cherchait à punir directement et à faire du mal le plus facilement possible pour pouvoir que ce soit arrêter quelqu'un ou bien pour pouvoir en avoir un certain contrôle. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas culturel. J'ai l'impression que c'est vraiment humain, que quand tu es en colère contre quelqu'un, tu veux lui faire du mal. Mais j'aime beaucoup la citation, je me rappelle plus la source, mais la haine, c'est comme boire du poison et espérer que l'autre personne meure. Quand tu es fâché contre quelqu'un, ça te fait du mal à toi-même, ça fait pas du mal à cette personne-là que tu laisses. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment appris à pardonner. Je veux dire, moi, tous les gens qui reconnaissent leurs erreurs et qui ne leur font plus, je les pardonne. J'ai même pardonné à mon agresseur sexuel parce que je pense que ça m'apporte rien de bon de détester quelqu'un. Ça me fait du bien de pardonner quelqu'un. C'est pour ça que je suis contre la cancel culture parce que je trouve que ça fait même pas du bien aux victimes d'annuler les gens. Ben, c'est surtout qu'en fait, ça devient une spirale sans fin, en fait. Et finalement, on se retrouve à comprendre et à saisir que les personnes qui sont en train de prendre des décisions par rapport à ce cancel-là, eh ben, c'est des gens qui soit ne sont pas au courant de tous les faits, soit qui sont très loin de la victime ou bien même de l'auteur en tant que tel. Donc, finalement, personne n'est qualifié en réalité pour pouvoir prendre les décisions par eux-mêmes. Oui, d'accord, il y a le côté sociétal où là, une majorité peut prendre des décisions, mais ça restera jamais très nuancé en réalité. Si
C'est un bon point que tu apportes qu'on n'est pas qualifié pour ça. Qui est Madame Ginette Tremblay, toute seule à sa maison, qui dit « Ah, Marie-Pierre Morin, pas fine, a mordu sa Fionnolin. » Tu connais pas toute l'histoire. Il faut des personnes compétentes pour juger de cette situation-là. Je sais que notre système de justice est incompétent, mais des intervenants, des professionnels de la santé mentale, on n'est pas les bonnes personnes pour juger ces gens-là. Il y a vraiment des professionnels qui doivent s'occuper de ça. Oui, donc finalement, c'est surtout un problème à l'image, en fait. C'est ça qui vient jouer chez les gens, en fait. Là, ça, c'est les questions de rhétorique qu'on pourra étaler dans d'autres moments, l'éthos et le pathos. Donc, nous allons maintenant terminer avec les tendances de ce genre théâtral. L'annulation ou bannissement n'est pas apparu du jour au lendemain. On l'a dit avec l'exemple des souverains qui voulaient rester à tout prix dans les mémoires. Il y a toute une galaxie de courants, de pensées et concepts forgés chez notre voisin du Sud. Gender studies, appropriation culturelle et identitaire. Le mot woke dont on a parlé brièvement plus tôt fait des faits alternatifs. Il y a l'inclusion, la diversité et dernièrement un renouveau de l'esthétique qui est reconnu comme un marqueur identitaire et social, popularisé par la communauté Instagram. Ces mots-clés sont magiques et font les affaires de la presse et des activistes de tous bords dans les guerres des clics. Donc on parle des hashtags pour ceux qui n'ont pas compris. Il semble que l'annulation n'existe pas seule, mais s'adosse à un des courants ou concepts pour se mettre en action. On l'oublie souvent, mais cette tendance à la critique et à la déconstruction vient de la pensée intellectuelle française, qui sont devenus très populaires dans les universités américaines, donc en particulier en Californie. Alors Charlotte, sommes-nous encore une fois des suiveurs? Y a-t-il moyen de savoir comment nous nous positionnons, nous Canadiens, sans l'influence états-unienne? Je dirais que oui, on est des suiveurs. En fait, on est tous des suiveurs. C'est sûr que le Québec est influencé par les États-Unis parce que la culture est transmise par tout ce qui se trouve autour de nous. Même si je prends la définition de culture dans le dictionnaire Larousse, la culture, c'est lié aux idéologies d'un groupe ethnique, d'une nation, d'une civilisation. Donc, on n'est pas seulement québécois, on est aussi nord-américains, on est aussi occidentaux. Donc, c'est sûr qu'on a des choses en commun. C'est aussi relié au groupe social, le langage, les gestes, les vêtements. Et encore une fois, on a beaucoup de choses en commun avec les États-Unis, sans oublier la grande place qu'ont les États-Unis dans la littérature scientifique. Donc, ce qu'on nous enseigne à l'école, c'est souvent basé sur des recherches américaines. Donc, la culture sera toujours influencée par ce qui se trouve autour de nous, à moins qu'on vive sous une roche comme Patrick dans Bob l'éponge. Oui, tout à fait. Bah oui, on continue là-dessus, hein, même pour que ce soit la politique américaine est internationale. Il y a fait écho partout. Donc, même que ce soit les mouvements wokistes ou quoi que ce soit, ont été repris ici. Hein. On peut citer François Legault lorsqu'il avait un débat tendu avec Gabriel Nadeau-Dubois, où il l'a traité de woke, finalement, ce mot valise qui ne veut pas dire grand-chose en soi, qui peut être pris positivement, comme tu l'avais dit, ou bien négativement. Quoi qu'on fasse, de toute façon, on sera toujours un woke pour quelqu'un d'autre. Donc voilà. Donc, il y a eu aussi cette polémique avec l'humoriste québécois Mike Ward. Donc, encore une fois, on en a des situations ici au Québec. On n'est pas exemple. Donc, qui a été poursuivi par la Cour des droits de la personne et de la jeunesse depuis 2015. Il avait fait une blague sur un jeune chanteur en situation de handicap dans un de ses spectacles. Vous le connaissez probablement tous. Extrait d'un article. Là, je vais vous lire un extrait, dans le fond, d'un article de Chantal Guy qui est paru dans la presse. Mais avant ça, je vous invite à écouter l'extrait. Moi, Céline, elle m'impressionne pour une chose. Elle chantait pour le pape. Elle chantait pour le pape quand elle était petite. Il n'y a aucun autre... Ben oui, il y a un autre enfant québécois qui a chanté pour le pape. C'est le petit Jérémy. Je sais pas si vous vous rappelez, tu sais, le petit, là, qui avait comme un subwoofer sur la tête. Là, lui, t'es écœurant. T'allais à côté, tu vas entendre les commandes à l'auto du IW. C'est écœurant. Puis il était un petit peu moins bon que Céline. On se le cachera pas, là. Il avait une voix un petit peu moins mielleuse, là. Il est arrivé, puis il a fait comme un papa, mais il faisait de son mieux. Puis moi, je me rappelle, au début, tout le monde voulait le comparer à Céline. Au début, il est arrivé, tout le monde l'insultait, j'étais le seul à le défendre. Il arrive, il chante pour Céline, pour le pape, puis tout le monde a fait comme, il est bien poche, lui.
Chris, il est poche, il fausse, il chante mal, il est mauvais. Puis c'est comme, asti, il vit un rêve. Il est mourant, puis il vit un rêve. Laisse-le vivre son rêve. Son rêve, depuis qu'il est petit, c'était de fausser devant le pape. Et là, il est en train de le réaliser à merveille. Laisse-le vivre son rêve. Après ça, il a chanté pour Céline à Vegas. Même monde, en fait, asti qui est poche. Il fausse, il chante mal. J'étais comme Chris, il est mourant. Il vit un rêve. Laisse-le vivre son rêve. Asti, c'est un enfant mourant qui vit un rêve. Laisse-le vivre son rêve. Il a chanté pour les Canadiens. Hein, il avait scrappé l'hymne national. Et là, le monde, en fait, asti qui est poche. Il fausse, il chante mal. J'étais comme Chris, il est mourant. Il vit un rêve. Arrêtez de l'insulter. Il vit un rêve. Laissez-le vivre son rêve. Je le défendais, puis j'ai pas arrêté de le défendre. Sauf que là, 5 ans plus tard, Chris, il est pas encore mort! Il meurt pas, le petit tabarnak! Moi, je le défendais comme un cave et lui, il meurt pas. Moi, je te défends, toi, tu crèves, câlisse! Asti de 100 ans! Il est pas tuable! Je l'ai vu l'été passé à Bromont, glissade d'eau, j'ai essayé de le noyer. Pas capable! Pas capable! Je suis allé voir sur Internet, c'est quoi sa maladie? Tu sais quoi qu'il a? Il est laid, asti! Donc c'est sans équivoque, hein, vous l'avez entendu. Après ça, c'est à savoir qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans, qu'est-ce qui a pu choquer et pourquoi. Donc ça, c'est des questions de droit, le droit toujours présent dans ces questions-là, surtout quand il y a cancel culture, généralement, c'est pas très loin. Donc je vais vous lire l'extrait de Chantal Guy qui est paru dans la presse le 31 octobre 2021. Le comique du sketch provenait du personnage de Ward sur scène qui croyait que Jérémy avait une maladie incurable alors qu'il était atteint du syndrome de Treacher Collins. Dans le numéro, Mike Ward prend la défense du garçon en fait. Donc il veut qu'il vive son rêve et finit par être exaspéré qu'il ne meure pas. Donc ça, à ce niveau-là, ça dépend des goûts aussi, hein, mais se sentant victime d'un chantage émotif, on riait plus de la stupidité du personnage que de ses propos envers le handicap de Jérémy. En tout cas, ça, c'est dans son souvenir, c'est ce qu'elle explique. Donc, fin 21, la Cour suprême du Canada donne raison à l'humoriste. Ward n'a pas choisi Jérémy Gabriel à cause de son handicap, mais parce qu'il est une personnalité publique. Ses propos exploitent à tort ou à raison un malaise en vue de se divertir. Situés dans leur contexte, ces propos ne peuvent être pris au premier degré. Donc voilà, ce genre de sujet est hautement inflammable et clivant. Donc ça revient encore à la même histoire avec Will Smith, où sous prétexte qu'une blague avait été faite sur la maladie, en tout cas les effets de la maladie de sa femme, Jada Pinkett Smith, eh bien c'est pour ça qu'il s'est rué sur le stage pour aller gifler Chris Rock. Mais voilà. Donc, il y a certaines personnes en fauteuil roulant qui estiment que parler d'elles dans un spectacle, à condition que ça soulève un débat utile à la société, comme l'accessibilité dans les transports, c'est donc de l'inclure dans la communauté. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi, Charlotte? Oui, je suis d'accord avec ça. Puis je suis moi-même une personne marginalisée, moi-même en situation de handicap. Techniquement, je suis non-binaire, pansexuelle, autiste, douée, et je veux qu'on rie de moi. Je me sentirais même insultée qu'on n'ose jamais parler de ma différence parce que c'est un sujet un peu trop touché et on ne veut pas offenser. Riez de moi. Lâchez-vous là dans les commentaires, dites plein de jokes à mon sujet, ça me fait plaisir. Au sujet de Jérémy Gabriel, je pense que à la base, le problème, c'est qu'il était différent et il se serait fait intimider, peu importe que Mike Ward ait fait une joke sur lui ou non, peu importe qu'il soit une personnalité publique ou non, il se serait fait intimider. Donc, je pense que s'attaquer à Mike Ward, alors que c'est son entourage, le problème, c'est vraiment pas ça la solution. Et surtout, la censure a attiré tellement de haine contre lui. Il s'est vraiment mis dans le trouble en faisant ça. S'il avait vraiment voulu aider sa cause, il aurait peut-être pu faire une entente à l'amiable avec Mike Ward, peut-être lui demander d'enlever sa joke, peut-être qu'il aurait pu faire la première partie de son spectacle avec un numéro de chant, je ne sais pas. Mais je pense qu'aller aussi publiquement s'opposer à Mike Ward, il cherchait le trouble puis il l'a trouvé. Encore là, c'est une opinion, c'est pas un fait, mais je pense que c'est vraiment pas la bonne façon de s'opposer à une joke avec laquelle on n'est pas d'accord. Donc, ça soulève, encore une fois, dans tout ce débat-là, le côté où il y a toujours de la négativité ou en tout cas chercher à nuire d'un certain côté, que ce soit la personne qui aurait fait du mal à l'autre ou pas. Donc là, on tombe dans un cercle vicieux alors que, comme tu l'as dit, il y avait d'autres solutions peut-être de pouvoir trouver une façon de pouvoir
tirer cette situation-là dans un côté plus positif. Donc, que ce soit lui, peut-être aussi, l'autodérision, peut-être, d'aller la chercher. Comme tu l'as dit, ça fait du grand bien, que ce soit de pardonner aux gens, mais aussi d'être en mesure de pouvoir rire de soi, je pense en tout cas. Ça nous permet d'être beaucoup plus confortable avec les gens aussi, et surtout de comprendre aussi les facettes ou la vision de ce que d'autres peuvent avoir. Évidemment, encore une fois, hein, il y a toujours des limites à vouloir faire de l'intimidation ou bien se moquer pour faire du mal. Encore là, on ne soutient pas ça. Mais c'est vrai que si on est capable de prendre du recul et d'avoir une nouvelle dimension par rapport à la vision dont on a des choses, eh ben, on pourrait prendre ça un peu moins personnel et pouvoir avancer plus loin. Donc, avant de conclure, Charlotte, qu'est-ce que tu souhaiterais recommander aux auditeurs? Oui, donc je suis en train de lire le livre « Annuler, réflexion sur le cancel culture » par la journaliste Judith Lucier. Sinon, au quotidien, ouvrez vos idées, portez un regard critique sur les choses, débattez avec vos amis simplement pour le plaisir. Je pense qu'avoir des discussions saines comme ça, c'est quelque chose qu'on peut faire au quotidien, qui peut faire du bien à tout le monde autour de nous, y compris nous-mêmes. Ça me fait rire, ça me fait penser une fois où on avait eu justement cette réflexion-là. Donc, si jamais vous n'avez pas d'amis, vous pouvez vous parler à vous-même aussi. Hein. Faites l'avocat du diable. Mettez-vous sur une feuille de papier deux personnalités et contredisez vos idées. Vous en viendrez à avoir un débat un peu plus clair. C'est sûr que oui, à la fin, il reste toujours un petit biais puisque vous êtes la même personne, mais ça va vous permettre de pouvoir déjà pratiquer vos arguments ou en tout cas avoir un argumentaire plus poussé ou sur des réflexions un peu plus poussées. Sur ce, on passe à la conclusion. Donc, faut-il débaptiser certaines rues pour tenir compte des sensibilités communautaires ou honorer les figures du récit régional ou national? Tout est possible. Et c'est dans le fond l'ambition narcissique de graver des événements ou des œuvres dans le marbre, la façon dont nous construisons notre mémoire collective qui est un enjeu. Évolution des consciences ou censure, nous sommes tous arrosés par l'annulation et on s'étonne que ça mouille. Que se passe-t-il après l'indignation? Vraiment, une fois qu'on est en colère, que se passe-t-il? Des figures disparaissent, d'autres émergent au gré des enjeux de l'époque. Donc une chose est sûre, il existe une tension très forte entre l'homogénéisation et les singularités, le général et le particulier. L'intensité des actions de bannissement suggère que nous sommes en train de franchir un cap, tenter de neutraliser tous les marqueurs culturels pour supprimer toute discrimination dans l'espace public et trouver un symbole fort, commun. Et si, au lieu de bannir, on éduquait, comme tu l'as dit plus tôt, Charlotte, en mettant en contexte une œuvre et son auteur, car je et un autre, selon la formule célèbre d'Arthur Rimbaud. Donc, merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci surtout à Charlotte Poitras d'être venue nous jaser de tout ça. C'était terrible, je détestais cette session-là. Ben non, c'est merveilleux, alors on en refera une autre. Annulez les voix de théâtre. S'il vous plaît. Non, merci encore une fois, honnêtement, de nous avoir éclairé sur ce sujet. Donc, j'espère te revoir ici avec nous prochainement pour un autre épisode. Sinon, en attendant, à tout le monde, si vous voulez supporter la chaîne, que vous avez passé un agréable moment, lâchez un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Ça nous permet, avec l'algorithme de YouTube, de remonter un petit peu plus et donc de pouvoir faire connaître notre travail, en fait. Et sinon aussi, n'hésitez pas à vous abonner. La meilleure façon de pouvoir rester à l'affût des sujets. Donc, merci à tous encore une fois. C'était Charlotte Poitras et Adam Sauvé. Merci à vous. I really can't But stay. baby, it's cold outside. I've got to go But away. baby, it's cold outside. This evening.